sommes satisfaits de ce qu'il a eu une attention particulière par rapport à tout ce que nous avons exposé. Il y a eu même des suggestions qui sont venues de sa part, des suggestions très constructives qui font que dans notre stratégie, nous allons intégrer aussi un débat général, un débat national autour des questions qui sont en discussion, en examen, de sorte que la réforme qui va être générée par cette démarche puisse être une réforme consensuelle, acceptée par toutes les parties prenantes. La CINOCEL a observé toutes les phases du processus électoral en cours, partant de l'identification et de l'enrôlement des électeurs jusqu'au scrutin de 2018 et 2019. Se basant sur ces constats de terrain, elle a analysé les processus et en a tiré des conclusions sous forme de recommandations consignées dans son rapport final sur les élections de 2018 et 2019. Ouverture ce matin de la 3e édition de la session de formation en alphabétisation et en coupe et couture des femmes et enfants policiers. La cérémonie s'est déroulée au Kounoufoumoula. Le chef de l'État fait de l'amélioration des conditions de vie sociale des policiers et militaires congolais un des piliers de son programme. La République démocratique du Congo, sur une population de 80 millions d'habitants, compte 19 millions d'analphabètes, ce qui est un frein au développement du pays. Les femmes des policiers réunies au sein de l'association des épouses des policiers, AEP en sigle, conscientes de cette situation, organisent des sessions de formation en alphabétisation et coupe et couture. Cette année, elles sont à leur 3e édition. C'est pour amener les femmes des policiers et leurs enfants à ne pas se livrer au banditisme et à être inutiles à leur famille en exerçant ces métiers de couturière, comme l'explique la présidente de l'association, Madame Cécile Amouli. Ces gestes remonteraient le moral des policiers, ce qui augmenterait par conséquent leur rendement sur le terrain. C'est l'objectif poursuivi par l'AEPC, afin de réduire le vandalisme dans le rang des policiers et le banditisme dans des camps et voire dans la société. Le commissaire général empêché a délégué le général Bengama pour procéder à l'ouverture de cette 3e édition. Au nom du commissaire général de la police nationale congolaise que je représente ici, je déclare ouverte la 3e session de formation en alphabétisation, ménage, coupe et couture des épouses et enfants de policiers. L'alphabétisation et la formation en coupe et couture des femmes et des enfants des policiers permettra de relever les niveaux intellectuels de cette catégorie de la population et ainsi, en plus d'être des aides utiles à leur famille, ils vont contribuer au développement du pays. L'amélioration des conditions de l'enseignement dans le secteur éducatif, les évêques de la SENCO expriment le vœu d'accompagner le gouvernement dans cette logique. L'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, a conféré avec le VPM. Le ministre du budget Jean Baudon Malou sur le partenariat entre les deux parties dans la paix des enseignants. Cédric Hénina. Des échanges qui s'inscrivent dans le cadre du partenariat entre l'Église catholique et le gouvernement central dans la paix des enseignants. L'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, reçu par le vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin Mayumambeke, encourage et apporte son soutien à l'opération Zéro fictif sur les fichiers de la paye lancés par les patrons du budget. Le fait que les fictifs étaient payés pénalisait ceux qui travaillaient. Donc tout ce que nous pouvons faire à tous les niveaux pour dénoncer le fictif, nous le faisons de tout cœur, de gaieté le cœur. L'abbé Donatien Cholet ne pouvait passer outre le pas enregistré dans l'accroissement du budget de l'État exercice 2020 qui a franchi la barre des 10 milliards de dollars américains. Les évêques se sont déjà prononcés en disant qu'ils vont accompagner les institutions dans la mesure où ils travaillent pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Et là, il y a déjà un signal fort qui est donné. Le budget soit augmenté à 10 milliards. Ça, c'est une première. Et nous en avons aussi parlé avec le ministre du budget qui dit que c'est faisable si tout le monde s'y met. Nous souhaitons vraiment que ce pari soit gagné pour que
à la prochaine étape, on augmente encore parce que c'est la condition pour que le Congolais vive bien. Construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Bientôt, les deux rives vont signer un accord interétatique. Le vice-premier ministre, ministre du plan, Mme Zemmour Mbouye, a présidé une réunion dans cette optique à l'intention des membres du comité technique mixte Peggy Mukunda et Didier Amissi. Un accord interétatique sera signé le 11 novembre 2019 à Johannesburg en marge du forum sur l'investissement en Afrique entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Accord sur la construction du pont route-rail sur le fleuve Congo entre les villes de Brazzaville et de Kinshasa. C'est à ce sujet que la vice-première ministre, ministre du plan Élisée Mounemboué, a tenu une séance de travail avec les membres du gouvernement, à savoir des ITPR, des affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'aménagement du territoire des grands travaux, ainsi que les membres du comité technique mixte. Ensemble, ils ont discuté sur cet accord qui sera signé entre le gouvernement de ces deux pays. La signature de l'accord interétatique couronne non seulement l'aboutissement des études du projet, mais traduit en même temps la volonté de deux États de réaliser cet ouvrage très attendu dans le cadre de l'intégration régionale. Où en est-on avec le projet de la construction du port en eau profonde de Banana dans le Congo central? Eh bien, la directrice de cabinet du chef de l'État en charge de la construction a réuni les notables de cette province pour leur donner toutes les informations sur les avancées de ce projet. Rita Bamba. Autour d'un verre, un déjeuner spécial qui a réuni plusieurs notabilités de la province du Congo central. Objectif, réfléchir sur tout le point qui touche le développement intégral de cette partie du pays, notamment la construction du port en eau profonde à Banana. Ces cadres d'échange, organisés par la directrice du cabinet adjoint du chef de l'État en charge des infrastructures, Dieti Panopanou, a permis à chaque tête passante de cette province de donner chacun son point de vue et recommandations pour la matérialisation rapide de ces vieux grands projets. Ces défenseurs de la province du Congo central estiment que la RDC a besoin de ces ports pour être en mesure d'accueillir des bateaux plus grands qui permettra de renflouer la caisse de l'État, a signifié le député national Timba Matondo Modero. Madame nous a fait un rapport sur l'évolution du projet, la possibilité d'avoir un consortium d'entreprises pour qu'en début 2020 qui est un lancement des travaux. Elle nous a exposé aussi sur quelques difficultés qui freinent la bonne marche du projet. Et bien, nous avons pris acte, nous sommes en train d'examiner comme nous sommes et députés et sénateurs, membres du gouvernement, acteurs de la société civile, ensemble, nous allons réfléchir et nous allons y revenir avec une déclaration forte. Ces notables estiment que ces projets doivent précéder celui de la construction du port route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, qui selon eux nuirait à l'économie de la République démocratique du Congo. Dans le secteur des mines, nous apprenons le lancement ce mercredi de la campagne de vulgarisation du code minier. Pour le ministre des Mines, Willy Kitobo Samsoni, ce code va indubitablement faire du secteur minier un véritable moteur de développement de la RDC. Nadine Fotoka. Désormais, la République démocratique du Congo va vibrer au rythme de la campagne de vulgarisation du code minier et ses mesures d'application, et cela pendant une année. Cet outil important est appelé à jouer un rôle moteur pour le développement du pays. Il s'agit de garantir les intérêts de toutes les parties prenantes, à savoir l'État, les investisseurs et les communautés locales. Le code minier est basé sur deux piliers, notamment la transparence et la bonne gouvernance. Quant à la mise en œuvre des dispositions relatives à la responsabilité sociétale et environnementale, le code minier révisé a renforcé les dispositions relatives à la responsabilité sociétale et environnementale. À cet effet, tout titulaire des droits miniers d'exploitation et de l'autorisation des carrières permanentes est tenu de contribuer, durant la période de son projet, à la définition et à la réalisation des projets de développement socio-économique et industriel en faveur des communautés locales affectées par des activités de projet sur la base d'un cahier des charges pour l'amélioration des conditions de vie des dites communautés. Pour ce faire, le non-respect de cette obligation entraîne le retrait
du droit minier d'exploitation. Pour donner de la solennité à cet événement, le ministre de Mines, Willy Kitobo Samsoni, a fait appel aux délégués de tous les corps sociaux, directement ou indirectement, intéressés par la question minière. On comprend dès lors la présence du président de la FEC, de représentants des entreprises minières, des délégués de la société civile du secteur des ressources naturelles, des ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, des sénateurs et des députés nationaux, et tout naturellement le membre du gouvernement de la République démocratique du Congo. La participation de la femme dans les instances de prise de décision et autres questions sur le genre. La ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles s'est entretenue avec quelques partenaires et son collègue des droits humains, lui, a échangé avec une délégation de la province de Haut-Uélé sur la présence des éleveurs nomades Mororo dans cette partie du pays. Yvette Makontima. Contrepart internationale, une structure qui a comme vision s'appuyer à travers des actions concrètes pour aboutir à une participation effective de la femme dans les cercles de prise de décision. Sa représentante résidente Elisabeth Côté a abordé avec la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomé-Atilité, des sujets sur la contribution de cette structure dans l'élaboration des politiques en matière du genre qui peut cependant s'étendre à l'amélioration des connaissances des populations sur la décentralisation. La directrice pays d'Oxfam RDC, Corinne Dao, a fait le tour d'horizon avec la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomé-Atilité, des sujets d'intérêt commun qui passe par un partenariat dans les cadres de la campagne globale pour la justice dans les genres. Corinne Dao a également sollicité de la patronne du genre son parrainage dans le lancement du programme régional sur le leadership féminin. Au ministère des Droits Humains, le ministre André Lité ACBA a reçu Jean-Claude Malitano et Marianne Moore, respectivement coordonnateur de l'ONG Action pour la promotion rurale et responsable de l'ONG Gruitlex, région du réseau PATS. Les deux parties ont examiné la question des éleveurs nomades Bororo et les paysans autochtones du Haut-Uélé. Cette délégation s'est dite indignée de voir ces conflits perdurer et des incidents récents qui ont causé la mort d'un paysan. Une rencontre des leaders dans les politiques de cette province permettra de trouver de voies et moyens d'en finir. Le ministre des Droits Humains, Maître André Lité ACBA, a promis son implication personnelle dans la recherche des solutions pour mettre fin à ces conflits communautaires. Changeons de chapitre, une nouvelle centrale hydroélectrique est en pleine construction pour répondre aux besoins des miniers. Il s'agit du barrage de Boussanga, fruit du partenariat RDC-Chine sous l'impulsion du gouverneur Richard Mouyej-Manguezmos. Le ministre provincial de l'énergie Patrick André Kakwata a visité les travaux. Regardez. Situé à 70 km de Kolwezi, dans le territoire de Muchacha, le projet Boussanga a vu le jour en 2017. Il est le fruit du partenariat sino-congolais dans le domaine de l'énergie électrique. La centrale disposera de 4 turbines de 60 MW qui produiront au total 240 MW d'énergie électrique. La hauteur du barrage est quant à elle estimée à 141 mètres. Durant 2 ans de dur labeur, les ingénieurs chinois appuyés par la main-d'œuvre congolaise sortent du néant. Au milieu de hautes collines traversées par la rivière Boussanga, un chef-d'œuvre pharaonique pour résoudre les déficits en énergie électrique dans la province du Lualaba. Raison de cette visite effectuée par le ministre provincial de l'énergie sur le lieu ce lundi 4 novembre. Patrick Thierry André Kakwata a d'abord reçu les explications sur le projet avant d'effectuer une visite guidée sur le chantier. Et dans le souci du gouvernement provincial, par le gouvernement provincial, il faut entendre le gouverneur qui a défendu un projet, il a défendu une vision, il a défendu son programme à l'Assemblée provinciale qui a été investi, et dans ce souci, c'était qu'il y ait une desserte en électricité partout. Voilà que, à ce jour, je me suis rendu à Boussanga pour me rendre compte de la situation réelle à ce jour. Ce programme pour la construction est à quel niveau, parce que pour nous, il faudrait que nous puissions desservir en électricité à toute la population, parce que c'est une des inquiétudes du gouverneur de la province du Lualaba. La centrale hydroélectrique de Boussanga sera opérationnelle d'ici fin 2020.
Dans les territoires de Manono, dans la province du Tanganyika, eh bien, la population jouit déjà du programme d'urgence de 100 jours de chef de l'État. L'eau potable coule à flot dans les robinets et l'éclairage n'est plus un luxe, mais une denrée accessible à tous grâce à la nouvelle usine de traitement d'eau d'une part et de l'autre à la centrale photovoltaïque construite sur place. 2 ouvrages inaugurés par le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papin Pongo Merendeke Charmolelo. 5 novembre 2019, une date historique pour la population de Manono. Ce plan d'urgence de 100 jours va bénéficier des réalisations de grande importance dans la desserte en eau comme en électricité. Le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Pumulamba, arrivé sur place, a été accueilli par l'administrateur du territoire et notabilité de la province, accompagné d'une foule des habitants venus exprimer leur joie retrouvée à la suite de ces ouvrages. Première étape de la visite, l'inauguration de la nouvelle usine de traitement d'eau de 120 mètres cubes par heure. Le PCA de la Régie des eaux a salué la technicité des ingénieurs de cette société de l'État pour la construction de cet ouvrage sur base d'une expertise locale avant d'appeler les bénéficiaires à un bon usage. Le vice-ministre Papi Pungulamba, dans la même logique, a affirmé la ferme détermination du gouvernement de ne ménager aucun effort pour améliorer le social du Congolais. C'est ici le de rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision politique, tournée vers le développement socio-économique de l'État. Vision qui a prouvé sa parfaite réalisation dans le programme d'action du gouvernement de la République, conduit par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, chef du gouvernement. Cérémonie scellée par la coupure du ruban symbolique suivie d'une visite guidée afin de s'enquérir des données techniques. Faisant d'une pierre deux coups, le vice-ministre des Ressources hydrauliques, accompagné par le PCA de la SNEL, André Alain Tunduliongo, a ensuite procédé à l'inauguration de la centrale solaire photovoltaïque construite à Manono avec une capacité d'1 mégawatt. Cette réalisation, une expérience nouvelle tentée par la SNEL SA en partenariat avec l'entreprise Congo Énergie, permettra à la population de Manono d'avoir la lumière par énergie solaire avec un mode de prépaiement institué pour une utilisation rationnelle de l'énergie électrique. Malgré la pluie qui s'est abattue sur la cité de Manono, tel un soldat, l'infatigable vice-ministre Papi Pungulamba a rempli les devoirs de sa charge avant de repartir avec le sentiment du devoir accompli. Dans le secteur des assurances, le directeur général par intérim de l'autorité des régulations et de contrôle des assurances décide d'effectuer des descentes sur le terrain pour s'assurer du bon travail des assureurs. Il était chez l'opérateur public SONAS. Edith Chala reportage. Dans un environnement devenu concurrentiel, le directeur général par intérim de l'ARCA était attendu à la Société nationale d'assurance SONAS, l'opérateur public. Alain Kaninda s'y est rendu dans son itinérance pour se rendre compte des efforts que doit mener cette société publique d'assurance afin de rester compétitive. Accueilli par la direction de la SONAS, le DG par intérim de l'ARCA n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Il ne peut pas y avoir un traitement de faveur, la loi doit être de stricte application. Ça fait exactement 7 mois que l'ARCA a ouvert le marché avec des nouveaux opérateurs qui sont entrés sur le marché et il était absolument important que nous venions voir la Société nationale d'assurance, la SONAS, et qui fait partie des 9 opérateurs qui travaillent sur notre marché aujourd'hui. Et nous avions décidé de venir pouvoir voir concrètement sur le terrain comment les opérations des assurances se passent de manière effective. J'ai eu un échange intéressant avec monsieur le directeur général qui nous a permis quand même aussi de comprendre certaines réalités qui préoccupent la direction générale, qui préoccupent la SONAS dans la vision qu'elle est en train de développer et surtout dans la stratégie qu'elle est en train de mettre en place pour évoluer dans ce marché qui désormais est concurrentiel. À la société financière d'assurance SFA, les impressions du directeur général de l'ARCA sont pleines de confiance en l'avenir. C'est une société qui est encouragée avec l'ouverture du marché. Ils étaient enthousiastes et qu'ils étaient confiants par le fait que le marché soit ouvert. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances a du boulot et elle s'est déjà mise à la hauteur pour donner à la République ce qu'elle attend dans ce secteur.
À Kinshasa, les questions se posent. Qui sont ceux-là qui opèrent dans le domaine de la publicité extérieure dans la capitale? À combien sont-ils? Eh bien, la Direction générale de la publicité extérieure de Kinshasa procède au lancement de contrôles sur la conformité. Les détails avec Cédric Elina. L'on affichera pour n'importe comment, n'importe où dans la capitale. Les panneaux publicitaires qui pullulent dans la ville seront identifiés par la Direction générale des publicités extérieures de Kinshasa, qui va procéder au contrôle et vérification de ces instruments publicitaires, confirmation de la directrice générale de la DGPEC, Régine Kinguzawata. Nos agents vont descendre sur le terrain pour contrôler, vérifier tout ce qui est instrument publicitaire. Il y a des panneaux, il y a des ronds-points, il y a des abribus, il y a des proximos, il y a tant d'histoires, il y a de l'enseigne, il y a des gens qui ont écrit partout. Partout où vous avez mentionné des écrits, c'est nos gens qui vont aller vérifier l'effectivité de ces agents-là qui existent. Parce qu'il y a des gens aussi qui mettent des publicités, mais on ne les connaît pas. Et nos agents vont descendre sur le terrain pour voir ceux qui sont reconnus et ceux qui ne le sont pas. Et après ça, on verra comment on pourra résoudre les problèmes. Nous avons eu le temps de former les agents. Nous avons fait, je crois, 3 jours de formation. Et ils sont vraiment outillés pour ça. Et c'est d'ailleurs l'expérience, et nous aussi notre expérience, qu'ils puissent aussi prouver de quoi ils sont capables. Ces agents formés ont 45 jours pour remettre de l'ordre en matière d'affichage et sont outillés justement pour appliquer les dispositions légales. Le Parlement congolais veut combler le vide juridique en matière de loi sur la grève et le fonctionnement du juge du contentieux. Ces 2 projets de loi ont été portés à l'examen à l'Assemblée nationale par le député national Guy Mafuta Kabongo. Regardez. Démarche de tout élu au niveau national à la Chambre basse du Parlement. L'honorable Guy Mafuta Kabongo, député national, a déposé 2 propositions de loi, celle déterminant les principes fondamentaux relatifs à l'exercice du droit de grève et celle portant création, organisation et fonctionnement du juge du contentieux de l'exécution ou juge d'urgence. Les textes de ces 2 propositions de loi ont été déposés au secrétariat du bureau de l'Assemblée nationale. Ces 2 matières, bien capitales pour notre communauté, se trouvent sans législation appropriée et l'honorable Guy Mafuta voudrait changer cet état de choses. C'est un droit important, un droit fondamental qu'il faille élever au niveau de la loi. Parce qu'à ce jour, il n'y a que 2 arrêtés pris par le ministre du Travail en 2005 et en 2006 qui organisent cela. C'est une notion qui pose problème depuis un temps. Vous savez que depuis 2012, notre pays a accédé au droit au WADA, et lequel droit, n'est-ce pas, régit ou harmonise les règles de droit des affaires, notamment en matière de recouvrement, en matière de mesures conservatoires. Et pour ce faire, le droit au WADA, dans son article 49, établit le juge de l'urgence. Et il existe un arrêt de principe qui voudrait que les États partis puissent, n'est-ce pas, déterminer ce jour. Les travailleurs de ces professionnels ne doivent pas aller en grève. Il en est pour les militaires, il en est pour les médecins par exemple. Le service minimum, nous avons voulu aussi garantir cela. C'est bien d'aller dans une grève, mais la grève aussi a un poids économique. Alors qu'à présent, les propositions de loi sont introduites par les canaux appropriés, elles suivront la procédure parlementaire jusqu'à la promulgation. C'est là bien sûr après les débats dans les 2 chambres pour amélioration. D'intenses activités aujourd'hui au ministère de l'Industrie. Julien Paloukou s'est entretenu tour à tour avec le directeur général de Pharmakina, de la biscuiterie Prince, avec la coopération des cimentiers. Les députés du Nord Kivu pour ne citer que cela au menu, la protection des industriels locaux pour les uns et le développement des zones économiques spéciales et les prêts accordés aux PME et PME par le FPI pour les autres. Betty Amani. La protection des industries locales, un des défis majeurs du gouvernement de la République. Pour y arriver, il faut des mesures contraignantes pour lutter contre la concurrence déloyale des produits provenant des pays voisins et aussi accorder des avantages fiscaux et parafiscaux aux opérateurs économiques. Autant de questions évoquées par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaongia, et le PDG des biscuiteries Prince, Abed Achour, qui était conduit par l'honorable Patrick Mouniomo, élu des Goma.
Abedachou a investi dans plusieurs domaines en République démocratique du Congo. Avec le directeur général des Pharmakina, une industrie pharmaceutique installée en RDC depuis 1950, spécialisée dans la fabrication de la quinine à partir du quinquina, il a été question de la protection des industries locales et de faire un état des lieux de l'évolution de l'usine auprès du nouveau patron de l'industrie. Le directeur général de la cimenterie nationale, SINAT, est venu présenter la situation de cette usine qui est en rupture de production depuis plus de 10 ans. La SINAT recherche des capitaux frais pour relancer sa production. La corporation des cimentiers s'est plainte de la concurrence déloyale que leur imposent les importateurs à partir des pays voisins, ce qui est de nature à gêner la production locale du ciment. Un investisseur sud-africain est venu proposer au ministre Julien Paluku Kahongya la création de zones économiques spéciales, ce qui va favoriser la création d'emplois et la diversification de l'économie. Ainsi, la RDC mettra fin à l'importation des produits de première nécessité. Il a par la même occasion lancé une invitation au gouvernement congolais pour participer à la conférence économique qui aura lieu la semaine prochaine en Afrique du Sud. Et enfin, la délégation des députés du Grand Nord est venue s'enquérir des conditions de prêts pratiqués actuellement par les fonds de promotion de l'industrie aux petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, dans le but de stimuler les emprunts à leur base pour promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes. Mutombo Dikembe chez le ministre de la Santé et Teni Longondo, l'ancienne star de la NBA et président de la fondation qui porte son nom, est allé voir le ministre de la Santé pour lui faire part de sa vision et de sa contribution dans l'amélioration des soins de santé de ses compatriotes. Regardez. Le domaine de collaboration étant circonscrit, l'objectif commun est désormais l'atteinte d'une couverture sanitaire optimale. C'est dans ce contexte que le ministre d'État, ministre de la Santé, le Dr Teni Longondo, s'est entretenu avec l'ancienne star de la NBA, Jean-Jacques Mutombo Dikembe, qui s'est dit ouvert pour un partenariat entre sa structure médicale et l'équipe dirigeante du secteur de la santé. Si on peut continuer toujours à avoir des bonnes collaborations avec son équipe, parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire aujourd'hui à Biamba sans le soutien du ministère de la Santé. Et tout ce qu'on a comme programme de cancer, cancer de sein et cancer d'utérus, et d'autres maladies qu'on est en train de soigner avec nos partenaires américains et les partenaires étrangers. Je crois qu'on doit être toujours prêt à informer les ministres qu'ils soient au courant de ce qu'on est en train de faire. Déjà, les contacts ont été établis en amont autour de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Et ces échanges résultent de la continuité de ces projets communs de portée sociale. Planning familial en RDC, 20 000 femmes ont été sensibilisées et 33 000 grossesses non désirées et évitées grâce au travail abattu par l'ONG Maristop International. Regarde. Voilà une commune de la ville de Kinshasa qui enregistre un taux élevé des avortements clandestins, conséquence des grossesses non désirées. La bourgmestre de cette municipalité l'a déploré et plaide pour la continuité des activités de sensibilisation et d'offres de services de planification familiale dans la commune de Lingwala, laquelle a servi de cadre ce mercredi 6 novembre pour le lancement officiel de Maristops en République démocratique du Congo. À l'occasion, des cliniques ont été érigées dans l'enceinte même de la maison communale afin d'offrir aux femmes des méthodes de contraception adaptées à chacune. Les représentants du gouvernement présents à la cérémonie, le Fonds des Nations Unies pour la population, les partenaires techniques et financiers, chacun a eu les mots justes pour encourager cette organisation non gouvernementale internationale qui vient rejoindre l'ensemble des acteurs, parties prenantes dans la promotion de la santé et de la reproduction en RDC. Nous souhaitons accroître l'offre de services à un maximum de femmes ici en RDC. La présence de Maristops en RDC, c'est non seulement l'accompagnement du gouvernement dans l'accroissement de la planification familiale, mais surtout une promesse qu'on fait à chaque femme, à chaque homme, de pouvoir être à côté d'eux au moment où ils souhaiteront planifier leur naissance et avoir un enfant par choix et pas par hasard.
Maristops International exécute actuellement son programme de planification familiale à Kinshasa et dans la province de la Chopo. Elle accompagne les femmes et les couples dans la prévention des grossesses non désirées afin de garantir le droit de chaque individu d'avoir des enfants par choix et non par hasard. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Christian Ilunga, il est l'organisateur de la soirée de remise du prix Mouyembe. M. Christian, bonsoir. Bonsoir. Et quel est l'objectif de cette soirée? Pourquoi ce nom fier d'être congolais? Alors, vous savez, le Congo est un grand pays. Son histoire est jonchée de plusieurs grands événements, depuis le fameux combat Ali Forman. Et ici, nous avons donc initié le grand prix Mouyembe de l'excellence africaine, qui est l'équivalent du prix Nobel en Afrique, qui va donc primer chaque année dans l'innovation, la créativité et l'excellence un fils ou une fille du continent africain. Et donc nous voulons récompenser le prof Mouyembe pour 40 ans de travail dans la lutte contre le virus Ebola essentiellement. Et quels sont les critères pour être présélectionné, sélectionné et enfin remporter ce prix? Alors nous regardons sur toute l'Afrique un fils ou une fille du continent africain qui s'est distingué dans le domaine de l'innovation, de la créativité ou de l'excellence dans son secteur d'activité. C'est une toute première édition, nous présenterons donc le prix et le premier lauréat sera donc le professeur lui-même, le professeur Mouyembe. Et ça va se passer où, quand? Ça va se passer à l'hôtel Pullman, Grand Hôtel, et ça sera ce vendredi-ci, 8 novembre, à partir de 19h. L'événement sera retransmis en direct à la télévision et à la radio et ça sera sous forme de téléthon, d'un dîner de gala et nous invitons chaque personne qui aime le Congo et qui est fière d'être congolais, c'est le thème de la soirée, fier d'être congolais, à pouvoir se procurer le billet à l'hôtel Pullman et participer donc à cet événement. Merci beaucoup. Merci. Nous recevons là pour vous M. Christian Ilunga. Il est l'organisateur de la soirée de remise de prix Dr Mouyembe. Merci beaucoup. En politique, le Front national des fédéralistes du Congo, cher à Marcel Ilunga-Léou, fait sa rentrée politique à Lubumbashi au Katanga. Cette formation veut jouer le rôle de la sentinelle des actions prometteuses à l'amélioration du social des Congolais. Suzy Ngoïdi, Chiboui, reportage. Le président du Front national des fédéralistes du Congo s'est rendu à Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour sa rentrée politique et faire un bilan des activités de son parti. Accueilli chaleureusement par les militants du FONAFEC, Marcel Ilunga-Léou a pris la direction du siège provincial où il a communié avec sa base. Devant eux, il a réitéré son soutien au FCC, Front commun pour le Congo, plateforme à laquelle le FONAFEC est membre, ainsi qu'à son autorité morale Joseph Kabila. Marcel Ilunga-Léou et le FONAFEC ont mis en garde tout politicien qui voudra faire du Haut-Katanga un sol de violence et de conflit et appelle ainsi la population à soutenir la coalition FCC Cash. Dans sa rentrée politique, le FONAFEC veut jouer le rôle d'une sentinelle des actions prometteuses à l'amélioration du social congolais. Après le Haut-Katanga, le président du FONAFEC se rendra dans d'autres provinces pour prêcher l'amour et la paix pour l'unité de la RDC. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Ce journal a été rédigé par Erika Bomba, réalisé par Patrick Kachala Ramadan, qui est coordonné par Angèle Mabel Alandou. Merci à vous et que nous suivez à Lubumbashi et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à minuit, Guetti au Matoukou. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir et bonsoir sur vous.